Le pessimisme est de nature, l'optimisme est de combat. La grande aventure, c'est de savoir aujourd'hui comment, sans devenir indifférent, sans devenir méchant, sans devenir aigre ou cynique, on reste de bonne humeur. Aujourd'hui, on reçoit Michel Le Joyeux pour Simply Well. On parle de morosité et de maladie de l'humeur. J'ai mal là tellement j'ai rigolé, je souris. Genre. Les personnes en permanence de bonne humeur me dépriment profondément. Moi, je crois beaucoup en une bonne humeur résiliente, une bonne humeur où, au fond, on vient avec nos histoires personnelles, familiales, événementielles, et on fait avec. Voyez. Je me rappelle que vous aviez dit quelque chose qui m'avait marqué, c'était les émotions, il ne faut pas les gérer, il faut les tolérer. Moi, je vois des gens à qui il arrive des horreurs. Mais le sujet, c'est comment on les accepte, comment on supporte. On sait qu'une personne sur 10 va, dans sa vie, avoir un trouble de l'humeur. Je dirais, ne pas être malheureux, c'est déjà bien. Les optimistes ont plus de vie amoureuse, plus de vie sexuelle, plus de vie conjugale et sont mieux payés. Il y a des espèces de cercles vertueux qui se mettent en place comme ça. Et alors, est-ce que la bonne humeur est liée au bonheur ? On sait qu'il y a 5 verbes, 5 choses qu'on peut faire dans sa vie et qui rendent de bonne humeur. Je pourrais vous proposer une transgression, quelque chose que je suis sûr que vous n'avez jamais fait. Vous êtes prête à l'entendre ? J'ai très peur, mais je suis prête. Le premier verbe, c'est... Je sais pas si tu le sais, mais on a un tout nouveau bien-être sain. Nouveau design, nouveau contenu, une newsletter que tu recevras tous les mois pour te chouchouter, alors n'hésite pas à t'inscrire avec le lien en description de l'épisode. Et puis, si t'aimes ce qu'on fait, n'hésite pas à nous soutenir. Tu peux liker cet épisode, le partager à un de tes proches, active la cloche aussi pour avoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si tu te sens très généreux aujourd'hui, tu peux nous laisser un petit 5 étoiles sur les plateformes audio. Allez, je te laisse en apprendre plus sur notre bonne humeur, la morosité et nos émotions avec Michel Le Joyeux. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well, le podcast par Bien-être Simple. Aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir le professeur Michel Le Joyeux. Bonjour Michel, comment allez-vous ? Bonjour Sharon, ça va bien ? Je suis content d'être avec vous. Ben moi aussi, très contente. Donc c'est ça, vous avez écrit un livre donc sur l'humeur qui parle de justement morosité versus maladie, plus maladie dépressive, je dirais. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de ce livre ? Avec plaisir. Donc, c'était pour moi une proposition complètement différente. Vous savez, moi, je suis professeur de médecine. J'avais fait jusqu'à maintenant des livres qui se voulaient un peu des conseils, des manières de vous dire comment aller bien. Et là, c'est une balade de personnages, notamment une pianiste qui s'appelle Maria, qui est de mauvaise humeur. Le livre s'appelle L'aventure de la bonne humeur, d'abord, et il sort le 7 novembre aux éditions Robert Laffont. Donc, cette pianiste qui cherche de la bonne humeur va au fond rencontrer des personnes qui vont, et c'est un peu ce qu'on va faire nous, pendant toute cette aventure qu'on va traverser, lui parler d'émotions, de cuisine, parce qu'elle va rencontrer une cuisinière spécialiste en émotions et un libraire émotionnel qui va lui conseiller des livres qui font du bien aux émotions. Et puis, finalement, le livre part d'une idée simple qui est que vous avez 4 questions à vous poser pour savoir si vous êtes juste émotif, pas émotif, ou si vous avez besoin d'un avis médical. La première, on reparlera des émotions, mais est-ce que vos émotions sont tristes en permanence ? Vous voyez, c'est normal d'être triste de temps en temps. On regarde l'actualité, il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Il y a une équipe qu'on soutient qui gagne, et puis une équipe qu'on soutient qui ne gagne pas. Dans émotion, il y a motion, il y a mouvement. Donc, tant que ça bouge, tant que vous faites des grandes crises de larmes, de découragement, et qu'elles sont suivies de grands moments d'enthousiasme, c'est juste signe que vous allez bien. Le deuxième signe, et au fond, c'est ce que rencontre la pianiste de l'aventure de la bonne humeur. Le deuxième signe qui incite à être vigilant, c'est ce qu'on appelle la perte d'envie. Tant que vous avez envie, qui d'un prince charmant, qui d'une grande maison, qui d'une grosse voiture, tant que vous avez des envies insatisfaites, c'est que vous allez bien. Le jour, vous imaginez, où tout est réussi, où on n'a plus envie de rien. Donc, 1, une émotion triste en permanence. 2, est-ce que j'ai des envies ?
Est-ce que je râle? Est-ce que je suis frustré de la non-satisfaction de mes envies? Dans ce cas-là, ça veut dire que je vais bien. Ou est-ce que, plus inquiétant, j'ai plus envie de rien? Et quand je n'ai plus envie de rien, là, je dois m'interroger sur le fait de savoir si je n'ai pas quelque chose qui doit être évalué médicalement. C'est le deuxième E. Le troisième E, c'est la perte d'énergie. C'est aussi central dans mon livre. C'est-à-dire, soit vous êtes épuisé et comateuse en fin de journée ou en fin de semaine, et c'est complètement normal. Vous êtes fatigué, vous avez une fatigue normale. Soit, après vous être reposé 2 jours, vous avez aussi peu d'énergie qu'avant de vous être reposé. Et là, vous avez une perte d'énergie, une fatigue qui peut être pathologique. Et là, vous allez aussi devoir demander un avis. Donc, vous voyez, l'émotion triste en permanence, la perte d'envie, la perte d'énergie. Et le quatrième critère qui va faire la différence entre une émotion, entre un état émotionnel normal et un état sur lequel on va s'interroger un peu médicalement, c'est la perte d'estime de soi. Tant que vous trouvez, Sharon, et vous auriez raison de le penser, que vous êtes une fille formidable et que les femmes et les hommes que vous croisez s'en rendent pas toujours assez compte, vous voyez. Tant que vous vous dites, bah, mes copains pourraient en faire plus pour moi, vu comme je suis formidable, tant que vous râlez, vous allez bien. Le jour où vous vous dites, je ne mérite pas l'intérêt de mes copains, finalement, rien ne m'intéresse, je ne vaux pas, je ne vaux pas mon salaire, par exemple, je devrais être payé moins, je n'ai pas d'estime de moi-même, eh bien, ces jours-là, vous devez vous interroger sur une maladie dépressive. Donc, les troubles de l'humeur, c'est pas compliqué. C'est quand ces 4 E sont atteints. Quand ils sont pas atteints, eh ben, on est de temps en temps irritable, de temps en temps fâché, de temps en temps énervé par nos envies qui ne sont pas satisfaites, mais en aucun cas, on est malade. À l'inverse, et ça, c'est ma précaution de médecin, quand ces 4 E sont atteints, en plus d'un travail sur ses émotions qu'on peut faire soi-même, il faut demander un avis médical. Ok. Mais alors, du coup, est-ce qu'il faut absolument avoir ces 4 E-là pour, disons, être diagnostiqué avec une maladie dépressive, ou est-ce que, par exemple, en avoir 2 sur 3 ou, enfin, 2 sur 4, ou alors... Alors, si on en a 2 ou 3 sur 4 qui durent, on peut avoir une baisse de la thyroïde, on peut avoir un diabète, mais ça veut dire que il y a un champ qui est le champ de l'émotion, de la psychologie, et il y a un champ qui est le champ de la médecine. Moi, mon principal scrupule, et je l'explique bien dans le livre, c'est pourquoi je ne veux pas que, à un moment, on se mette à psychologiser des choses qui pourraient être réglées par une petite carence qu'on compense dans une hormone ou dans une vitamine. Vous voyez, il y a le champ de l'émotion et le champ plus du physique et de la médecine. Quand ces 4 E commencent à trembler un peu, à chanceler un peu, on demande un avis médical. Et alors, pourquoi avoir décidé justement d'écrire un livre là-dessus? D'où vient en fait cette envie? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a un besoin, on est un petit peu trop confus, souvent on dit qu'on est déprimé, pas bien, alors que c'est juste simplement notre humeur et la normalité? Alors, il y a 2 choses. Il y a une envie très sérieuse, très sociétale. Notre connaissance médicale augmente dans les tas de domaines, mais là, ça reste complètement chancelant. Vous savez, si vous allez voir un psy, on vous dit, je vais voir quelqu'un. Si vous dites, je prends un psychotrope, toutes vos copines vont vous donner un avis. Si vous dites, je prends un antihypertenseur, personne ne vous donnera un avis. Mais donc, nos médicaments sont considérés comme des traitements qu'on discute et nos spécialités à peine. Donc, voilà, remettre ce sujet-là. Et puis, il y a un autre sujet, il y a une autre raison plus secrète, c'est que pour faire un livre, il faut en avoir envie. Et moi, j'avais plus envie de refaire un livre de médecine. Je fais des cours aux étudiants dans toutes les années. J'ai eu envie aussi de m'amuser. Et j'ai eu envie que cet amusement soit un peu contagieux. Je me souviens d'une discussion avec mon éditeur où je lui disais, je ne referai plus de livre sur la bonne humeur. J'en ai fait avec des conseils très techniques. Et il m'a renvoyé, vous voyez, vers ces livres qu'on lisait adolescents, ces aventures dont vous êtes le héros. On m'en a apporté un ou deux, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, ben justement, aujourd'hui, c'est vraiment la grande aventure. Quand on allume les actualités, vous voyez, on a tout pour être malheureux. La grande aventure, c'est de savoir aujourd'hui comment, sans devenir indifférent, sans devenir méchant, sans devenir aigre ou cynique, on reste de bonne humeur.
Vous savez, ce cher Alain qui traverse, puisque là, les personnages vont lire du Alain, ce cher Alain avait dit quelque chose, qui était un philosophe français du début du siècle dernier, il avait dit quelque chose qui reste encore plus vrai qu'avant, la mauvaise humeur, le pessimisme est de nature. C'est-à-dire que tout en nous contribue à nous rendre pessimistes. L'optimisme est de combat. Et face à ce pessimisme de nature, il y a aujourd'hui une aventure qui est sans prendre des médicaments inutiles, sans céder à une sorte de gourouification de l'existence où vous mettriez à faire le matin une séquence de ceci et le soir une séquence de cela. Comment est-ce qu'on reconquiert sa bonne humeur? C'est ça qui, moi, m'a plu et j'ai vraiment eu envie de l'incarner. C'est une vraie histoire, c'est une vraie aventure, mais on ne se change pas. Vous savez, c'était Freud qui disait la psy, c'est pas une paire de lunettes qu'on enlève et qu'on remet. On reste psy même quand on écrit un roman. Donc c'est chargé de tous les modèles, de toutes les connaissances, mais avec vraiment l'amusement que représente une fiction. Ça nous permet, je pense, c'est aussi plus facile pour le lecteur de s'identifier, de sentir, en fait, de faire ce voyage-là avec Marie, avec le personnage principal. Et du coup, ça amène une introspection sur soi-même, en fait, un peu inconsciente des fois, qui, je pense, peut être aussi très intéressante, justement, d'aborder ça de cette façon-là. Merci, c'est vrai. Et puis moi, vous savez, mon rêve, ce serait que pendant la lecture, vous vous disiez, tiens, il y a un petit truc qu'elle fait et que j'ai envie de faire. Parce que l'histoire finit, vous voyez, j'ai les 4 E et j'ai 5 expériences qui sont les 5 expériences productrices aujourd'hui de bonne humeur. On sait qu'il y a 5 verbes, 5 choses qu'on peut faire dans sa vie et qui rendent de bonne humeur. Le premier verbe, c'est zoomer. Zoomer, ça veut dire s'arrêter sur l'instant présent. Ça veut dire se dire, aujourd'hui, là, j'espère que celles et ceux qui nous écoutent s'arrêtent, qui nous écoutent vraiment. Je vais, que je sois un pro, pas de la méditation, que sais-je, je vais prendre un temps où j'écoute. Écoutez vos podcasts, c'est ce qu'on peut faire de mieux, non, Sharon? C'est ça que vous conseillez? Exactement, oui, tout à fait. 100% d'efficacité. Donc, on zoome, on se fixe sur une lecture, sur un podcast, et je le propose aussi dans le livre, parce qu'il faut quand même être un peu gourmand et transgressif de temps en temps, sur un carré de chocolat. Mais on va pas baffrer toute la tablette, on va prendre un carré, ça s'appelle l'expérience du carré de chocolat, qu'on va sentir descendre très doucement dans sa gorge. Donc, on apprend à zoomer. Ça, c'est le premier verbe, condition de la bonne humeur. Je vois les personnes qui sont tout le temps inattentives, qui sont jamais là. Vous savez, on le voit dans la vie amoureuse, même dans la vie sexuelle. T'es pas là, quoi. Tu fais ton truc, mais dans l'indifférence, quoi. Qu'une personne qui est capable de zoomer sur l'instant présent, quel que soit le geste qu'elle fasse, va vous transmettre de l'émotion et va recevoir de l'émotion. J'ai un deuxième verbe, si vous me permettez, Charles. Bien sûr. Mon deuxième verbe, c'est bouger. La psy a changé du tout au tout en 10 ans. Il y a 10 ans, quand j'allais pas bien, je me prenais la tête entre les mains comme ça. Vous savez, très fort, je serrais le plus fort possible. Je réfléchissais à ce qui m'arrive. Aujourd'hui, on sait que quand on fait bouger son corps, on commence à s'injecter de la bonne humeur. 2 exemples. On a pris des cadres allemands auxquels on a fait remplir une échelle de bien-être. On les a fait marcher 6 minutes dans le froid. Vous voyez, parce que ça peut être le froid, vous, hein, ça me dit rien. Là où vous êtes, il n'y a pas de froid, hein, il fait toujours bon. Il fait très froid ici. Il fait très froid. Et donc, vous allez essayer un truc. Vous allez mesurer votre niveau de bien-être avant et après 6 minutes de marche rapide dans le bien-être, dans le froid. Et vous allez vous apercevoir qu'en 6 minutes de marche rapide, vous avez 30% de bien-être en plus. C'est énorme. Donc, on a des effets objectifs. Il y a une étude qui vient de sortir, que je cite aussi dans le livre, dans l'American Journal of Psychiatry, qui montre que vous prenez des malades déprimés au sens des 4 E que je vous ai dit tout à l'heure. Vous leur donnez soit des antidépresseurs,
soit 3 séances d'activité physique encadrée, quelque chose de très encadré, par semaine, et vous avez le même effet médicament de l'activité physique et des antidépresseurs. Donc aujourd'hui, le mouvement, quelque chose qui vous fait bouger, c'est un vrai antidépresseur. À l'inverse, la sédentarité, l'absence de mouvement est déprimante. Donc ça, c'est mon deuxième E. Je peux vous dire les 3 autres? Ben allez-y, oui, je trouve ça tellement intéressant. Je vous écoute avec toutes mes oreilles. J'avais peur de vous avoir anesthésié. Ah mais non, mais j'adore. Alors vous avez compris, hein. Dès qu'on a fini, vous zoomez, vous allez choisir quoi, vous, Sharon? Chocolat, musique ou Musique. Musique. Ouais. Je vous crois pas, vous allez choisir chocolat aussi un peu. Chocolat et musique, c'est possible? Chocolat et musique, vous avez le droit aux deux. Donc on zoome, on bouge. Je vous propose une 3e expérience qui est proposée à Maria à la fin du livre et qui est un truc, qui est une transgression que vous n'imaginez pas. Vous êtes prête à l'entendre? J'ai très peur, mais je suis prête. C'est le 3e verbe, c'est supporter. De supporter, de sortir dans la rue avec un pull troué. Oh. Ça vous est déjà arrivé, ça, de sortir dans la rue avec un pull troué? Un pull taché. Vous voyez? Donc l'idée, et c'est une manière de le dire de manière amusante, mais c'est tout ce qu'on appelle les stratégies d'acceptation. Pour aller bien, moi, j'ai pas de recette pour que la vie soit tout le temps heureuse. Sinon, voilà, je fais plus de la médecine, je fais des trucs transcendantaux. Et vous entendriez derrière une petite musique transcendantale. C'est pas du tout mon sujet. Moi, je vois des gens à qui il arrive des horreurs. Mais le sujet, c'est comment on les accepte, comment on supporte. Vos copains, vos amoureux, votre famille, ils font jamais exactement ce que vous attendez d'eux. Vous avez remarqué ça? Donc, soit vous cherchez un robot idéal, enfant, amoureux, ami idéal, et vous ne trouvez pas, soit vous apprenez l'acceptation. Et l'acceptation, c'est vraiment ça. Alors, on peut commencer par quelque chose d'amusant, qui est effectivement ce pull troué. Vous pouvez le faire dans la rue, devant des gens que vous ne connaissez pas, devant une personne d'autorité. Vous devez avoir une chef, vous voyez, ou un chef. Vous allez le voir avec un pull troué. Vous imaginez ce scandale? Donc ça, c'est la 3e expérience, c'est supporter. C'est ça, et en fait, pardon de vous couper, mais je me rappelle que je me rappelle que vous aviez dit quelque chose qui m'avait marqué, c'était les émotions, il faut pas les gérer, il faut les tolérer. Oui. Donc là, par exemple, dans l'histoire du pull troué, en fait, c'est de tolérer cette frustration, de tolérer cette émotion qui peut être un petit peu négative, et c'est d'être capable justement de dire, ok, c'est pas l'émotion la plus plaisante pour moi, mais je suis capable de la tolérer. Exactement. On a une belle image sur cette tolérance, c'est l'image des nuages. Vous voyez, on apprend à gérer ou à ne pas gérer ses émotions justement comme les nuages. Vous voyez, je ne gère pas les nuages. J'espère pas que Paris soit sans nuages. Il y a plein de nuages et c'est complètement normal. Je sais qu'ils sont là, donc je sais que j'ai en bas bruit dans mon cerveau des émotions négatives. Et c'est toujours la même chose. Le livre propose des petites expériences. Vous voyez, pas des grands principes. Pas demain je tolère tout, ça je ne sais pas comment ça marche, le demain je tolère tout, mais par contre je fais une petite expérience d'acceptation. Et alors les autres outils pour nous aider? Alors les 2 autres verbes, puisque dans le livre je vous dévoile pas le suspense, vous verrez comment elles arrivent ces expériences, mais le 4e c'est dire merci. C'est la gratitude, mais pas la gratitude en général et pas le ravi de la crèche qui est content de tout et qui sourit quoi qu'il arrive. Ça, c'est pas intéressant. On va chercher à qui on dit merci et comment on dit merci. Il y a une expérience qu'on peut proposer en famille ou en couple. Vous prenez une belle feuille blanche, vous voyez, comme ça, et vous écrivez sur cette feuille blanche soit un ami ou une amie, soit quelqu'un de votre famille, soit un amoureux ou une amoureuse, les 3 principaux motifs de remerciement que vous avez à son sujet. Vous l'écrivez en bien gros, à la main, à la plume. Prenez un ruban rouge et vous entourez le papier et vous allez lui offrir à l'occasion d'un déjeuner
ou d'un dîner. Et finalement, ça change les modalités de communication. Plutôt que de se dire, bah, ce soir, t'as pas fait ça, bah, comme d'habitude, t'aurais pu le faire, etc. On va changer simplement d'une logique de reproche à une logique de remerciement. Ne serait-ce qu'en cherchant à qui on pourrait dire merci, on se fait déjà du bien. Et le dernier verbe, donc il y avait zoomer, bouger, supporter, remercier. Et le dernier, c'est honorer. On a besoin d'admiration. On a besoin de personnes, de concepts qui donnent du sens à notre vie. Il y a un exemple en psychologie, il y a un exercice en psychologie que je trouve très joli et que je détaille dans le livre, qui est l'exercice du blason. Tu sais, les chevaliers, quand ils allaient se battre, ils avaient un blason dans lequel ils mettaient les choses qu'ils honoraient. Ça pouvait être leur propriété, ça pouvait être l'histoire de leur famille, ça pouvait être un sujet spirituel ou religieux. Essayez aujourd'hui de dessiner son blason, de peindre son blason, ou un peu plus généralement de sans faire de la spiritualité, vous voyez, trop facile ou trop naïve, mais de montrer ce qui donne du sens à notre vie. Vous voyez bien que si et vous et moi faisons ça, si moi je prends du temps sur ce que je fais à l'hôpital pour faire des choses comme ça, c'est parce qu'au fond, on a des valeurs qui nous dépassent. On a des valeurs qui donnent du sens à notre vie et qui sont plus importantes que notre quotidien. Et je pense que, vous voyez, aujourd'hui, mélanger une activité physique par le fait de bouger, zoomer, supporter, remercier, honorer, ce sont les cinq exercices finaux que va faire Maria, l'héroïne de l'aventure de la bonne humeur, pour justement la retrouver, cette bonne humeur. Et est-ce que justement le but, c'est de retrouver cette bonne humeur grâce à ces outils-là, grâce à ces verbes-là, c'est de les implémenter dans son quotidien, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, pour être de bonne humeur? Ou est-ce que c'est plus pour une généralité? Parce que quand vous disiez tout à l'heure que on a un petit peu de nature pessimiste, est-ce que c'est pour pallier à cette nature-là? Est-ce que, en fait, c'est quoi vraiment le but? C'est une très bonne question. Tu vois, c'est comme s'il y avait deux flux. Il y a un flux entrant de grosses catastrophes, de stress, d'angoisse. Ça, celui-là, il va bien, vous voyez, il rentre tout seul, vous n'avez pas besoin de mon aide. Je ne voulais pas, c'est pour ça que je tiens à ce que ça reste un roman. Je voudrais pas vous dire à 8 heures du matin, vous zoomez, à 10 heures, vous bougez, vous voyez. J'ai toujours, d'abord parce qu'on le fait jamais. Vous lisez le programme, vous dites c'est génial, et puis vous le refermez, et vous faites exactement comme avant. Si je vous propose sur le mode d'une expérience, si je vous dis par exemple, Sharon, si je joue avec vous là, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous entre zoomer, bouger, supporter, remercier ou honorer? Bouger et remercier. Vous voyez? Donc vous pourriez commencer aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de commencer tout de suite. Et je pense à celles et ceux qui nous écoutent, et c'est pareil. On commence une petite expérience visible, mais tout de suite. Une expérience. Il y a des espèces de cercles vertueux qui se mettent en place comme ça. Donc, on imagine ça, Sharon, on prend cet engagement-là, que vous terminez l'échange qu'on a tous les deux, et vous allez bouger. 6 minutes, ça va suffire, ou 3/4 d'heure si vous êtes plus ambitieuse. Et puis que pour ce soir, vous allez réfléchir à qui vous allez dire merci et sur quel motif. Vous voyez, vraiment sur le mode, je fais rentrer des petits cailloux d'expérience de bonne humeur dans ma vie. Oui, c'est ça, ouais. Pour essayer justement d'apporter un petit peu cette touche-là de positivité quand on a le temps, quand on se sent. Puis, en fait, faire travailler ce muscle-là, j'imagine. Oui, et puis il faut être paresseux. Il faut faire le plus facile. C'est Goethe qui disait, si vous voulez écrire l'histoire du monde, vous voulez écrire l'histoire du monde en 50 chapitres, commencez par le chapitre le plus simple et le reste vous entraînera. Oui, s'il y en a un qui vous apparaît loin de votre nature, de vos envies, de vos valeurs, surtout ne le faites pas. Mais l'aventure de la bonne humeur ne peut être qu'une aventure personnelle. On doit, au sein de données de la littérature et au sein d'expériences, faire son choix, faire son marché. Vous voyez, au fond, on est dans des petites expériences de vie. Et alors, est-ce que la bonne humeur,
est lié au bonheur. Dans ce cas, en fait, il y a aussi toute cette notion de bonheur dans votre livre. Si je me trompe pas, je sais que vous avez mentionné Spinoza. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça, de cette Bien sûr, notion-là? bien sûr. Déjà, je dirais, ne pas être malheureux, c'est déjà bien. Vous voyez, pouvoir avoir des moments qui bloquent les temps où on est malheureux me paraît déjà bien. Mais vous parlez de Spinoza parce que dans le livre, il y a un libraire qui donne une leçon tirée de Spinoza. Et Spinoza nous dit une chose, pas tellement, enfin, moi je suis pas consentant, hein, Spinoza, c'est un philosophe très difficile, très compliqué. Moi j'enseigne la médecine, je n'enseigne pas la philosophie. Mais ce que j'ai compris de Spinoza, et envoyez des commentaires là, si vous trouvez que c'est faux, et c'est Sharon qui vous répondra, qui elle est une spécialiste de Spinoza, hein, visiblement, Sharon. Donc le bonheur selon Spinoza, ça c'est Sharon qui le fait, il n'y a aucun doute. Moi, je vous dis juste 3 passions tristes qu'a identifié Spinoza. Il dit, il y a une chose qui rend malheureux, c'est la recherche de la lubricité permanente, dit Spinoza. La lubricité permanente, c'est une sexualité coupée de la relation. Vous voyez, moi je vois beaucoup ça en consultation, des gens qui ont besoin de multiplier des relations sexuelles, pas parce que c'est une relation sexuelle qui vient dans une relation à deux et qui est épanouissante, mais vraiment par besoin d'être sûr qu'ils plaisent, d'être sûr qu'ils intéressent. Donc la recherche de la lubricité rend malheureux. La deuxième passion triste qui rend très malheureux, et Spinoza le dit, et puis c'est vrai aujourd'hui, c'est la recherche de l'argent en permanence. Mais avoir toujours plus d'argent, ça vous donne un sentiment de pauvreté. Il y a une phrase du Talmud qui dit « Qui est riche, celui qui se contente de ce qu'il a ». Ça a l'air un peu simple, dit comme ça, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, on n'aura jamais assez, vous pouvez toujours avoir le double, ça ne suffira pas. Donc la recherche de l'argent, et Spinoza dit quelque chose d'intéressant, il dit ces 2 passions-là, tristes, elles sont tristes, certes, mais finalement, on les fait à l'extérieur, vous voyez, on sort pour les faire, enfin, on va bouger. Il y a une qu'on emporte avec soi, qui est la recherche des honneurs et de la réussite sociale. Et celle-là, elle est très raisonnable, mais finalement, elle est elle aussi très attristante, quoi. Donc, vous voyez, plutôt que de vous donner des chemins vers le bonheur, moi, j'essaie de montrer comment on va enlever ce qui nous rend malheureux. Ouais, tout à fait. Puis, je pense aussi, il y a ce... Aujourd'hui, particulièrement, j'ai l'impression qu'on est dans une période, en tout cas dans une société, où on est toujours dans cette quête du mieux-être, du mieux vivre, du ne pas ressentir le négatif, ne pas se sentir malheureux. Je trouve que du coup, ça nous aide pas forcément à nous sentir forcément plus heureux, ou en tout cas d'être de bonne humeur, parce qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'émotions négatives qui s'ajoutent. Et je pense que déculpabiliser sur tout ça et comprendre justement que c'est normal, que l'émotion négative est normale, que des fois être malheureux, c'est normal. Puis que ces émotions négatives aussi font partie d'un bonheur ou d'un bien-être à un moment donné. Si on n'est pas mal, on peut pas savoir quand est-ce qu'on est bien, on peut pas dissocier les deux. Moi, je commence le bouquin sur la bonne humeur en montrant à quel point les personnes en permanence de bonne humeur me dépriment profondément. Le rigolard qui prend tout à la blague, je prends ces personnages-là, oui, j'en prends 2-3 exemples. Celui qui vous tape des grandes claques dans le dos en riant tout le temps et en faisant des choses plaisanteries, je le trouve sinistre. Moi, j'ai juste envie de fuir. Vous voyez. Une autre chose qui me fait très peur, c'est le BA permanent. Vous savez, celui qui a l'impression d'avoir trouvé le secret de la spiritualité et qui est tellement heureux, qui a sa méthode à lui de méditation, de prière, de que sais-je, et puis qui au fond va vouloir vous la faire partager. Celui-là aussi, m'inquiète, 2 me plaît pas du tout. Vous voyez. Moi, je crois beaucoup en une bonne humeur résiliente, une bonne humeur où au fond on a nos histoires, on vient avec nos histoires personnelles, familiales, événementielles, et on fait avec, vous voyez. Puis c'est le propre de l'être humain aussi, je trouve, cette insatisfaction, ce besoin des fois de faire plus ou d'être encore plus performant. Je trouve que des fois on a envie d'enlever ce propre-là qui est nous, en fait. Et on peut pas fuir notre être profond. D'ailleurs, vous parlez dans votre livre de la bibliothérapie, si je me trompe pas. Je pense que vous utilisez le terme d'émotolibraire.
Oui, alors ça, c'est une pure invention. C'est l'avantage de faire un roman. Pour le Oui. médecin que je suis, quand on est dans le roman, on peut même inventer. C'est une forme de bibliothérapeute, mais un peu plus prescriptive, puisqu'il a un camion, il sort ses livres entre des romans. Enfin, il va vous mettre à disposition d'autres livres, donc évidemment Spinoza, et peut-être Mhm. aussi de temps en temps Platon et Socrate. C'est ce qu'il y a de bien avec les philosophes, c'est qu'ils vous font changer d'avis, ils vous font douter Oui, des c'est certitudes, quoi. Ils vous apprennent à ne pas penser en vrai. tout ou rien. Vous savez, les dialogues de Socrate, moi j'en décortique un dans le livre. Vous avez une idée simple au départ, et à la fin, ben, vous savez plus du tout où vous êtes, et du coup, vous allez en douter autant que du reste. Mm. Oui, puis je trouve ça génial parce que c'est cette réflexion-là qui, je sais pas, planter toutes ces graines-là, le fait de repenser, modifier, et en fait, on se rend compte que justement, on sait pas tout je trouve que c'est hyper intéressant, mais justement, la première phrase de votre livre, si je me trompe pas dans l'avant-propos, c'est pour qui cherche à mener une existence heureuse, les récits d'aventure et la fiction en général sont souvent d'un plus grand secours qu'une interminable liste de conseils théoriques. Là, en fait, vous parlez de la puissance, j'imagine, des livres, en fait, que ce soit des romans, en fait, de s'évader. Exactement. Puis c'est le petit moment Mm. de culpabilité parce que j'en ai écrit tellement des bouquins où j'ai expliqué comment ça marchait. Donc, c'est ta petite dédicace personnelle. Tu vois, arrête, change un peu. Il y a une chose Mhm. amusante quand même que je mets en avant dans le livre, c'est aussi les effets de l'alimentation parce qu'il y a une cuisinière. Mhm. Il y a une cuisinière émotionnelle qui fait des plats qui font du bien aux émotions. Et Mm. il y a une donnée tout à fait étonnante qui met en relation la quantité de consommation de chocolat par habitant et le nombre de prix Nobel, et qui montre que dans les pays où on consomme le plus de chocolat, il y a le plus de prix Nobel. À la question qui vient après, pourquoi je n'en ai pas la moindre idée. Je laisse cette idée-là, voilà, je l'ouvre à vos réflexions. Et plutôt que de prendre les éternels compléments alimentaires, vitamines en plus, Mm. que poudre de perlimpinpin, il y a une chose qui vient de sortir de manière objective. C'est que quand on mange des plats frais qu'on a cuisinés le jour même, Mm. on est sensiblement de meilleure humeur que quand on mange des plats préparés ou des plats qu'on a gardés depuis une semaine. Bon, il y a Mm. une hypothèse toxique, hein, qui est que quand on garde des plats, ils vont avoir des toxines qui vont pas être bonnes pour l'humeur. Il y a aussi une hypothèse un peu psychologique, c'est que et c'est une belle leçon, quand on prend soin de soi tous les jours, en se faisant un petit repas, ça Mhm. peut même être un sandwich, on n'est pas obligé de se faire quelque chose de très élaboré. Ça veut dire qu'au fond, au quotidien, on va faire attention à soi avant de se nourrir. Et ça, Mhm. c'est un facteur de bonne humeur. Alors je ne respecte pas, oui, je plaide pour un truc et je fais l'inverse. Je bois du café, mais c'est un scandale absolu. Mais par contre, ce qui marche bien, c'est le thé. Là aussi, il y a Mhm. des données qui montrent que plus on boit de thé régulièrement, meilleure va être l'humeur. Et puis si on a envie de temps en temps d'un petit café, c'est évidemment toléré. Oui, bien sûr. Oui, puis ce qui est génial avec la cuisine, c'est qu'on travaille avec nos mains. Enfin, je sais pas, les sens aussi, on fait travailler nos sens. Je pense on zoome pour le coup, on est présent. Et du coup, ben, c'est un petit peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'on est présent, mais en même temps, on se fait du bien. Et je trouve aussi que la cuisine est très thérapeutique. Il y a une autre chose que nous apprend la cuisine, c'est la différence, ça c'est une grande leçon de psychologie, entre le liking et le wanting. Mm. Le liking, c'est ce qu'on aime, ce qui nous plaît, ce qui nous attire. Et le wanting, c'est ce qu'on veut tout de suite. Là, je want un café, vous voyez. Je veux un café tout de suite, mais peut-être que ce que j'aime, c'est autre chose. Et peut-être qu'à un moment, on peut faire la différence, même dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, entre son liking et son wanting. Et peut-être que Mhm. le bonheur, ce serait d'être capable de rapprocher le wanting, ce que je vais vouloir immédiatement, avec le liking, qui sont un peu mes vraies valeurs, mes vraies aspirations. Et alors justement, qu'est-ce que vous recommanderiez comme livre pour quelqu'un qui aimerait en apprendre plus sur justement tout ce concept de bonne humeur, se sentir bien, ou simplement des romans que vous avez particulièrement aimés et que vous pensez qu'ils peuvent être, je sais pas, qui peuvent nous apporter quelque chose?
Alors, déjà sur ce livre, j'ai vraiment essayé. C'est affreux ce que je veux dire. Séquence publicité, vous mettrez un truc, ouais, le professeur fait de l'autopublicité, il assume, mais vraiment, j'ai essayé de mettre dans le livre, vous voyez, Mm. tout ce dont j'avais l'impression, quelle horreur dit comme ça, qu'on avait besoin de savoir pour aller bien. C'est-à-dire à Mm. la fois les comportements. Il y a tout un chapitre, vous avez vu, on définit les mots pour pas se tromper entre les mots déprime, tous Mhm. ces mots de la dépression. Donc, j'ai essayé, en les injectant dans le roman, de donner toutes ces informations. Et sur les livres, Mm. moi, je crois à l'inverse. Je crois que c'est plus, dis-moi ce que tu lis, je te dirai comment tu te sens. Mm. Moi, le jour où j'ai envie de lire un polar, je lis un polar. Et si vous voulez me faire lire Spinoza ce jour-là, vous n'y arriverez pas. Et puis moi, je trouverais ça très agaçant qu'on me prescrive des livres, vous voyez. J'incite plus à regarder sa bibliothèque comme un Mm. reflet de ses émotions que d'avoir les 10 livres obligatoires à avoir lu pour sauter de joie. Mais vraiment, cette Mm. aventure de la bonne humeur, il ne faut pas envier le bonheur des autres parce qu'on n'en ferait rien. Vous Mm. voyez, cette aventure de la bonne humeur, elle doit être personnelle et personnalisée. C'est pour ça qu'avec un roman, avec une aventure dont vous êtes le héros, vous allez la choisir. Ne vous laissez pas dicter votre bonne humeur. Ce sont les régimes dictatoriaux qui le font. Mm. Et la force des démocraties, c'est qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres, c'est qu'on a des débats, c'est qu'on s'engueule, mais c'est ça qui fait. Mais c'est pas un régime à la Orwell où tout le monde va être heureux au même moment en écoutant la même chose. Mm. Vous avez tout à fait raison. Puis vous disiez tout à l'heure, dans votre livre, justement, vous définissiez les mots, des primes, etc. Euh, Est-ce que justement, quand on utilise certains mots, un petit peu comme ça à la va-vite, sans forcément prendre en compte de la lourdeur ou vraiment de la signification du mot, est-ce qu'on impacte aussi notre humeur? Par exemple, si on dit ah, je suis complètement déprimée aujourd'hui. En fait, est-ce que on se convainc soi-même des fois qu'on est dans une certaine émotion? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a se le dire et le dire aux autres. Déjà, si vous dites aux autres, si vous tenez des grandes litanies sur la fin du monde, la fin du système politique, la guerre universelle à tout le monde, on va vous considérer comme quelqu'un qui ne dit que des choses déprimantes et on va se comporter avec vous, soit sur une manière protectrice. Finalement, vous ennuyez tout le monde à la fin. Hein, il y a des études sur optimisme et pessimisme qui montrent que les optimistes ont plus de vie amoureuse, plus de vie sexuelle, plus de vie Mm. conjugale et sont mieux payés. Parce que c'est quand même plus marrant d'avoir dans une entreprise quelqu'un qui est un peu optimiste que quelqu'un qui dit que de toute façon, on est foutu. Donc, Ouais. vous avez déjà une sorte de relation, de relation au monde qui change. Là, je boucle avec le précédent livre que j'ai fait, qui était un livre sur Montaigne. Et Mm. Montaigne disait une très belle chose qui m'a donné envie de faire ce livre sur Montaigne. Il disait, on a le droit d'être triste, mais on n'a pas le droit d'aimer sa tristesse. Mm. Et il y a une différence entre avoir des coups de tristesse et s'installer dans une sorte de complaisance. Montaigne disait qu'il ne faut pas faire un musée de sa tristesse dans Ouais. son appartement. Mm. Mais il n'est pas compliqué à faire. Vous mettez toutes les personnes dont vous regrettez la disparition, toutes les histoires amicales ou amoureuses qui ont mal fini. Mais vous faites un mur de photos comme ça. Vous verrez, aucun de nous n'aura un moral qui résistera. Donc, on a le droit d'avoir des Mm. moments de découragement parce que certaines de nos histoires se sont mal passées. On n'a probablement pas le droit de s'installer dans ce musée de la tristesse. Mhm. Et puis justement, vous parlez des optimistes et des pessimistes. Est-ce qu'en fait, en fait, on a une nature à la base? Et est-ce qu'on peut changer cette nature-là? Ben, c'est vraiment la phrase que j'utilise tout le temps et beaucoup d'Alain. Le pessimisme est de nature. On est tous Mm. de nature un peu Mm. pessimistes, vous voyez. Ouais. Mais par contre, on peut combattre pour l'optimisme. De même que plutôt que d'aller chercher des aventures à l'autre bout du monde, cultivons l'aventure de la bonne humeur, cultivons Mm. cette aventure de l'optimisme. C'est pour ça que j'aimais bien, euh, au fond, l'idée de se dire que la bonne humeur, c'est aussi une aventure. Et plutôt que d'aller faire un grand trek, machin, aller tenter cette aventure de la bonne humeur. Mhm. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux peut-être qui nous écoutent et qui ont peut-être une maladie de l'humeur, qui ont vraiment une dépression, qui vivent vraiment quelque chose de difficile? Très simplement, qu'ils prennent un avis médical. Mm.
La dépression, au sens de la maladie, est un sujet médical. Vous voyez, si vous me demandez qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux d'entre vous qui sont diabétiques ou hypertendus, je leur dirais surtout de ne pas bricoler et de demander l'avis d'un médecin. Quand on a les 4 E qu'on avait dit, les émotions permanentes, l'envie, l'énergie et l'estime atteinte, on demande un avis médical. Et n'écoutez pas les bons conseils de prendre donc pendant une semaine des plantes de ceci ou des choses de cela. C'est vraiment de la médecine. On sait qu'une personne sur 10 va dans sa vie avoir un trouble de l'humeur. C'est pas plus honteux que ça. On le déstigmatise, on le dédramatise et on demande un avis. Mais l'avis va vouloir dire un examen médical, une prise de tension, un bon examen, la recherche d'un syndrome inflammatoire. Mais tout le sujet, c'est pour ça que quelquefois, nous, en médecine, c'est de ne pas se tromper de registre. Est-ce qu'on est dans un registre médical ou est-ce qu'on est dans un registre de travail sur soi et d'aventure? Alors justement, professeur, c'est quoi vos autres projets pour faire avancer tout ça, pour continuer de mettre en avant ce que vous avez mis en avant dans votre livre? Mes projets, vous savez, moi, je m'occupe d'un service de psychiatrie à Paris. Je continue à avoir envie de soigner les plus malades. Et j'ai toujours eu envie de travailler à l'hôpital. En tout cas, moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup respecter celles et ceux qui sont les plus mal, les plus isolés, les plus en souffrance, qui regardent ça et qui se disent mais de quoi parle-t-il? C'est pas de ça que j'ai besoin, moi. Et que finalement, à eux aussi, on puisse donner une réponse ou une aide. Oui, ça peut être très solitaire et très difficile à vivre. Ce serait quoi votre mot de la fin, professeur, pour cet épisode? Avec tout ce qu'on s'est dit là, vous voyez, j'ai pas envie de faire une grande phrase ronflante. Avec tout ce qu'on s'est dit là, si quelques-uns d'entre vous, mais pour Sharon, hein, pas pour moi, avaient été assez fous pour écouter ce podcast jusqu'au bout, prenez un micro-engagement d'un tout petit changement ou d'une toute petite expérience que vous allez faire maintenant. Mon mot, c'est maintenant. Vous voyez, on s'engage maintenant à un tout petit changement et on en mesure l'effet. Tout à fait. Je rappelle à tous ceux qui veulent se procurer donc le livre du professeur Michel Lejoyeux, L'aventure de la bonne humeur, aux éditions Robert Laffont. Je vais mettre toutes les informations en description. Merci beaucoup, professeur. C'était très enrichissant. Eh ben merci et puis à bientôt. Alors portez-vous bien. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.